Et bienvenue à tous, vous l'avez compris, aujourd'hui on parle du top 3 des meilleurs deals des actions les plus sous-évaluées sur ce mois d'août. Et la vidéo a été difficile à faire, pourquoi? Parce que je trouve, en tout cas pour le mois d'août, par rapport aux autres mois qu'on a vécu, qu'on a beaucoup moins de bons deals tout simplement sur le marché. Donc je vous ai quand même fait une petite vidéo où j'ai trouvé des entreprises qui pour moi ont un prix attractif. On va parler de Beurre, on va parler de Faïco, on ira dans un troisième temps parler d'une autre entreprise que je garde secrète aussi, qui est pour moi un deal assez sympa actuellement. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ce format vous plaît. Vous êtes encore plus de 50% à regarder les vidéos, à ne pas être abonné. Donc faites casser cette petite cloche d'abonnement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Laissez un petit com, ça aide énormément au référencement. Et venez me suivre sur tous les autres réseaux. Vous avez les réseaux, que ce soit X, que ce soit le Discord aussi, on en parlera tout à l'heure, Instagram, etc. Vous avez tous les liens en description de la vidéo et en premier commentaire épinglé. Et pourquoi venir sur le Discord? C'est hyper important pour vous parce que je vous donne la parole simplement dans un nouveau format, des nouvelles vidéos qui vont arriver tout simplement chaque mois où j'interview entre guillemets, enfin c'est pas entre guillemets, c'est j'interview un investisseur en fait, hein. Il vous suffit de faire un petit jet doc de votre stratégie, horizon de temps, etc., des petits visuels de votre portefeuille, de venir en voc avec moi et je fais une petite interview justement pour donner la parole à des gens qui ne l'ont pas, énormément d'investisseurs. Il y a énormément surtout d'entrisme un petit peu sur YouTube, en tout cas les influenceurs, c'est je t'invite, tu m'invites, tout le monde s'invite, on revoit tout le temps les mêmes personnes avec les mêmes personnes. Vous voyez toujours le même style de vidéo et moi j'ai envie d'un petit peu de changer et de tendre le micro à ceux qui ne l'ont pas. Donc si vous êtes investisseur, que vous avez envie de me raconter un petit peu votre horizon d'investissement et votre stratégie, c'est direction le Discord et nous on attaque directement avec Uber. Alors quand on passe dans la fiche d'action de Beurre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a vraiment un ralentissement des bénéfices et in fine des free cash flow, ça serait quasiment la même chose. On voit qu'on aurait même des prévisions beaucoup plus basses sur les bénéfices sur 2026. On va aller voir un petit peu justement aussi le rapport des résultats. On va aller voir trimestriellement ce que ça fait. Ouais, c'était pas terrible au Q1 2026. C'est un peu mieux par contre que au Q2 2025. Ouais, c'est quand même beaucoup mieux. Et on voit qu'on va avoir légèrement de la croissance, mais on a eu des gros pics, les pics qui ne seront certainement pas présents. On voit qu'en active, monthly active platform customer sur les nouveaux résultats 2026, je crois qu'on a 208 millions de personnes. On a trois segments vraiment phares, la mobilité, la livraison de bouffe, il me semble, et le freight. Et en termes de revenus géographiques, hein, c'est essentiellement aux États-Unis, en Europe, un petit peu en Amérique latine et un petit peu en Asie, mais Asie-Pacifique, vous avez Grab qui est essentiellement présent, donc c'est assez compliqué aussi pour eux. Je crois qu'ils ont des parts dans Grab, il me semble. On a une bonne marge nette en vrai, hein. Comment ça, la marge nette est plus haute que la marge opérationnelle? Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Faudrait voir un petit peu pourquoi. Je vois pas comment la marge nette peut être plus haute que la marge opérationnelle. Je comprends pas du tout. Peut-être un petit bug ici. On voit qu'on a des retours sur capitaux qui sont plutôt bons. Le ROIC vs le WACC c'est très bon aussi. On a quand même un petit peu de dette. On a des SBC sur Free Cash Flow. On a de la R&D. D'ailleurs, on a eu de la R&D, pardon. Maintenant, on en a un petit peu quand même. On a eu énormément de R&D parce qu'ils essayaient notamment de créer leur Waymo, le Waymo de Beurre qu'ils ont tout simplement annulé. Ils se sont mis en partenariat avec Waymo et vous l'avez vu, on a un cours de bourse qui a pas mal bougé récemment parce qu'on a Waymo qui a tout simplement décidé à partir, je crois, de 2028 sur certaines villes aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises, de partir tout seul et de laisser Uber en plan. Donc ça a fait un petit peu bouger le cours de bourse et on voit aussi qu'en termes de rachat d'actions, ça commence à racheter un petit peu d'actions. On en a toujours 2 milliards en circulation, mais on peut s'imaginer, enfin, en tout cas ils nous l'ont dit aussi dans les résultats que ça devrait bouger sur le rachat d'actions. Par contre en termes de revenus, on atteint quand même une belle croissance de ceci. On va aller voir côté valorisation, bien évidemment je vous ferai un prix juste sur chaque action. Ça s'achète à 16 de PE, en vrai, hein, 15 fois les free cash flow, 17, ouais, 15 fois aussi les operating cash flow, il n'y a quasiment pas de capex en réalité. Donc en vrai, c'est vrai que la boîte comme ça, à première vue, pourrait être attractive. Moi, elle ne m'intéresse pas pour tout un tas de raisons, notamment ceux de Waymo. Vraiment, j'ai peur que ou les robots taxis même de Tesla viennent grignoter un petit peu Uber, même si Uber pourrait faire tout à fait, comment dire, pourrait tout à fait servir de plateforme à tout ça, mais pourquoi les hyperscalers, notamment Google, ne créerait pas sa plateforme avec ses petits Waymo? Donc à voir un petit peu, on va aller voir nous le communiquer parce que le problème c'est qu'en fait ils ne font pas de slides, ces vilains trollers de comment dire, de beurre. Du coup, on doit se taper les slides, enfin ouais, les slides de communiqué de presse totalement dégueulasses. Donc moi, ce que j'avais noté, c'était dans la slide 2, ce qui est important de regarder, voilà, c'est les Monthly Active Platform
consumers sur le quarter par rapport à 2025. On a 28 millions de personnes en plus, donc ça croît de 16%. Pareil pour les trips, 18%. Le cross-booking, donc le cross-booking, c'est quoi? C'est la totalité des revenus que génère Uber avant de payer les chauffeurs. Donc on voit que sur le segment mobility, ça a 25% de plus, le segment delivery 25%, le segment freight 25%, et vous voyez que tout le cross-booking est en augmentation, lui, de 22% à taux de change constant. Donc on voit qu'on a de la croissance à deux chiffres sur tous les segments, là on pourrait se dire c'est magnifique. Le problème c'est quand on dézoome et qu'on voit en termes de revenus, on a le segment mobility qui ne croît pas. Pourquoi? Bah, parce qu'ils ont tout simplement augmenté certainement les chauffeurs, hein, je ne vois que ça. Le segment Deliveroo, enfin Deliveroo, non Delivery, qui augmente, donc ça c'est plutôt bien, et le segment freight aussi, mais le problème c'est que les deux cumulés, on arrive à peine à 39% de revenus, donc on a justement un total de croissance seulement de 11% à cause du segment mobility. Ça, c'est un peu pénible. Hop, on va passer un petit peu tout ça. Qu'est-ce que j'avais noté de plus? Donc là, c'était les assets. Je crois qu'on avait les free cash flow, il me semble. Je les ai notés où ces free cash flow? On est sur la slide 10. Hubert détaille les éléments. Non, définition, nanana. Hop, non, je crois qu'on n'a même pas de, on a même pas de free cash flow, il me semble. Ou alors je les ai. Voilà, si, les free cash flow, ils sont là. Voilà, je le savais. On a des free cash flow en augmentation. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle aussi. On a quasiment un petit peu moins de 300 millions de free cash flow en plus. Donc ça, c'est ce qu'on veut sur le quarter. Hop, on a ici sur le quarter, le deuxième quarter. Donc ça, c'est très bien. Et les 6 premiers mois de l'année, on a aussi une croissance, même si on n'a pas une croissance explosive. Le problème comment dire, j'allais dire de Booking, mais de Beurre, c'est vraiment les questionnements autour de Waymo. On va aller voir un petit peu le commentaire du management. Uber ambitionne de devenir la principale plateforme, hein, comme on avait dit juste avant, commerciale pour les véhicules autonomes. Donc en fait, ils veulent tout simplement être la plateforme des véhicules autonomes. Des partenariats sont actifs ou prévus avec Waymo, Zoox, Rivian, Nvidia et d'autres. L'entreprise est actuellement présente dans 7 des 15 villes d'ici la fin de l'année. Le problème, c'est que Waymo s'est tiré en fait. L'intelligence artificielle, l'IA, est utile pour doubler la productivité des développeurs internes pour ses clients. Elle personnalise l'expérience. Ok, de toute façon, faut parler de l'IA hein, quand tu commences à développer un petit peu tes résultats. L'expansion et l'acquisition. Uber a annoncé l'acquisition de Deliveroo, Delivery Hero, pardon, pour étendre sa portée à plus de 100 marchés, des acquisitions ciblées, ouais. Marché américain, l'accélération de l'activité de mobilité, portée par l'innovation de produits. Uber for Business en hausse de 40% est une expansion, ouais. Et une pression est notée au Brésil, particulièrement sur le segment des deux roues, en raison d'une forte concurrence dans la livraison de repas qui impacte la disponibilité des chauffeurs. Qu'est-ce qu'on nous dit d'ailleurs dans les perspectives un petit peu? Lancement de nouveaux services autonomes, ouais, à Rivian, San Francisco, Miami, livraison par drone, ça par contre ça peut être très très intéressant. Et du rachat d'actions. En vrai, il n'y a pas non plus de dinguerie en vrai, hein. Mais on a quand même, on peut, voilà, on peut penser assez facilement qu'on va avoir de la croissance sur Uber. Maintenant, la réelle question, c'est quid de Waymo, quid de tout ça, de tous ces véhicules autonomes? Est-ce qu'ils auront besoin d'Uber pour vivre ou pas? Et ça, c'est vous qui devez tout simplement répondre à cette question dans vos thèses d'investissement. C'est pour ça qu'il faut investir en faisant une thèse d'investissement. Vous avez des risques et c'est pour ça que Uber actuellement, ça se paye 16 de PE. Pourquoi? Parce que le marché n'aime pas l'incertitude et qu'on a une incertitude maintenant. Si vous, dans vos thèses, vous trouvez que, comment dire, que Waymo de toute manière existera, mais passera par, comment dire, par Uber, là, on aurait un prix qui serait cohérent. On va aller voir justement, hop, depuis, ouais, le year to day, ça a même tapé 65 $ en vrai, il n'y a pas très longtemps, hein, c'est quand même remonté pas mal là, hein. C'était redescendu à 68. Ouais, ça a pris 13% en quelques jours, hein. Mais c'est vrai qu'on a des résultats de dingue en ce moment sur les actions. Vraiment, on a des drawdowns, etc. De folie. Donc quelqu'un qui a acheté à 75, il a déjà fait 13% de croissance. Il a déjà fait ses 12% cibles. En vrai, moi, ce que j'avais prévu sur Uber, en ayant hop, une approche assez conservatrice, moi j'avais prévu, il me semble ça. C'était 7% de croissance, en tout cas si je devais rentrer sur la boîte, c'était 7% de croissance et des free cash flow. Un multiple final délivré de 19. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a deux scénarios sur Uber. Soit la boîte est pas morte, mais va prendre un gros plomb dans l'aile si tous les acteurs de la conduite autonome n'ont pas besoin d'Uber. Là, par contre, on n'aura jamais un multiple final de 19. On pourrait avoir les free cash flow par action qui augmentent de 7% parce qu'ils arriveront toujours à faire de la croissance, notamment dans le segment freight et Deliveroo. Mais ça va être beaucoup plus dur dans le segment tout simplement chauffeur. Donc là,
Une croissance des free cash flow, ça pourrait se jouer sur 5 ans. Par contre, le multiple final, les gens ne seront pas prêts à payer Uber 19 fois les free cash flow si on a le premier segment qui commence à s'écrouler ou qui montre des signes de fatigue. Donc je pense comment dire, un deal autour de 70 $ pour quelqu'un qui voudrait initier une position sur Uber, comme on l'a eu il y a quelques temps, ça me paraît correct. Maintenant, vraiment, étayez vos thèses d'investissement, soyez solide sur vos appuis quand vous allez sur ce genre de boîte parce que ça peut être qui tout double. Bien évidemment, gérer ses pondérations dans son portefeuille. Et nous, on passe à FICO. Et on arrive sur FICO, on peut directement voir que c'est une très belle société, vraiment dans les chiffres, dans le quantitatif. On a une croissance qui n'est pas exceptionnelle des chiffres d'affaires, par contre, on a une croissance du bénéfice de 18% sur les 10 dernières années et exactement quasiment la même chose pour les free cash flow. C'est ultra rentable. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que fait FICO? C'est tout simplement FICO qui fournit un score pour chaque demande de crédit. La banque utilise le score pour lui tout simplement décider d'accepter à quel taux, etc. Et s'il accepte, in fine, le crédit, et FICO facture l'utilisation de ces scores. Et vous avez aussi un deuxième business, le software, c'est tout simplement des logiciels qu'ils vendent aux banques et aux entreprises pour automatiser des décisions, accorder les crédits, détecter les fraudes, etc. Et vous avez aussi un segment MyFICO, c'est l'accès aux données et aux scores services pour les particuliers. Donc nous, on a, hop, je vais agrandir ça. On a ici justement des bénéfices, hein. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous prévoit pour les 5 prochaines années. Ouais, 17%. On voit qu'on a vraiment une entreprise qui a le vent dans le dos et qui ne ralentit pas du tout. Là où on avait Uber, où il y avait quand même des signes un petit peu de ralentissement dans les bénéfices, etc. Là, on voit qu'on a une boîte qui ne ralentit pas du tout. En termes de marge, c'est excellent. On est à 80% de marge nette. C'est vrai que la boîte, en tout cas dans le quantitatif, travaille excellemment bien. On a des marges nettes qui n'arrêtent pas d'augmenter. Pareil pour les marges opérationnelles. On a des retours sur capitaux qui sont excellents. On a le, je crois que j'ai jamais vu cette courbe-là pour le ROIC-VS, le WACC, le coût moyen pondéré du capital. On est à 62% de ROIC. Je ne sais pas si on se rend compte un petit peu. Les dépenses s'écrasent la tronche. On a eu énormément de dettes. Pourquoi? Parce que le management a en tout cas trouvé que l'action FICO était vraiment terriblement donnée, vraiment à un bon prix. Parce qu'on va aller voir un petit peu le cours de l'action, mais ça s'est quand même pas mal pété la gueule. Ils ont tout simplement déployé du cash via la dette pour racheter massivement leurs actions. Et dans les earning calls qui sont arrivés un petit peu plus tard, on a justement le CEO qui a expliqué que c'était la dernière fois qu'ils faisaient du rachat d'actions. Ils ont fait le plus gros rachat d'actions, alors je ne sais pas si on les a, en termes de croissance sur le dernier quarter. On va aller voir ça. Hop, ouais, il me semble qu'on est là. Et en termes de croissance, voilà, ils ont racheté 6%, on peut se mettre là, hein. Ah, on avait 10%, ouais, mais on avait 10%, mais est-ce que l'action était aussi chère? C'est ça le truc. Parce que là, c'était la plus grosse campagne de rachat d'actions en termes de millions de dollars. Mais ils ont effacé pour 6% de d'actions en circulation. Je ne sais pas si on se rend compte. Donc là, pour l'instant, ils ont dit maintenant, c'est on rembourse la dette. Objectif, on rembourse la dette. On verra pour le rachat d'actions plus tard. Donc, on va aller directement aussi dans l'onglet valorisation. À combien ça s'achète? Ça s'achète à 29 de PE, mais on voit qu'on a une croissance quasiment de 20% des bénéfices. Donc, ça s'achèterait un forward de 20. Maintenant, il y a énormément de questionnements et c'est pour ça que moi, je ne suis pas allé sur le titre, même parce qu'à un moment donné, il était à moins de 800, enfin à moins de 900 $, pardon. On a, moi, en tout cas, ce que j'ai peur sur le titre, vraiment, la chose qui me fait craindre sur FICO, c'est le risque un petit peu du Mélenchon local aux États-Unis, parce que FICO est essentiellement présent aux États-Unis. C'est vraiment le risque politique en fait, parce que si demain un politique arrive en, comment dire, en responsabilité et explique que des millions d'Américains, comme on l'a vu avec le chiffre de l'emploi, beaucoup d'Américains peinent aussi à justement avoir accès au crédit pour pouvoir s'acheter une maison. Si demain quelqu'un arrive et explique qu'en fait c'est à cause de FICO, des banques, etc., de Mastercard, bref, de tout un tas d'entreprises, bah, la première qui va être touchée, ça va être FICO. Pourquoi? Parce que c'est grâce à son score que les crédits sont donnés ou non. Alors qu'en réalité, sur un coût de crédit de 4 ou 5 000 $, je crois que le FICO score, ça doit être 30 ou 40 $. C'est totalement dérisoire. Et au contraire, FICO fait que les crédits seront remboursés et qu'il y a énormément de, comment dire, de taux de réussite sur les crédits donnés grâce à ce score. Donc c'est pour ça que les banques, on s'en friand, mais moi j'ai vraiment peur de la régulation, comment dire, du pouvoir, notamment aussi sur une augmentation de prix, parce qu'en fait, FICO n'arrive plus à grossir en termes comment dire, de, de nombre de scores donnés. En fait, ils arrivent à grossir. Pourquoi? Parce qu'ils augmentent leur prix. Et même si ça coûte que 30 ou 40 $
comment dire? Par, crédit. J'ai peur qu'il y ait une loi qui, leur interdise de, faire grossir ce chiffre beaucoup trop vite, et du coup, on aurait pu une croissance de 19. Voilà un petit peu, moi, ce que j'avais, en tête comme, petit, c'est vrai que ça s'achète pas cher en forward que ce que j'avais en tête en termes de problèmes de régulation et ça s'achète quasiment au plus bas, hein. Ça s'est payé 19 fois. Ah, ça s'est payé 19 fois ici non? C'est payé 19 fois où alors? Peut-être ici, en fait, my bad. Ouais, ça s'est payé 19 fois ici. Là, on était je crois aux alentours de, on va aller voir le cours de bourse, mais on devait être aux alentours de moins de 900 hein. C'est vrai que c'est très, très peu cher, hein. Mais là, on attendait quasiment la mort de FICO. Pourquoi? Parce qu'on avait le Vantage Score, comment dire? Des concurrents qui est sorti. Ouais, voilà, on était à 900, 900 non, elle est pas passée sous les 900 my bad, elle était à 920. Je pensais qu'elle était passée en dessous. Mais on était vraiment peu cher pour une boîte en tout cas de cette qualité. Moi, j'ai vraiment, réfléchi à, allouer une partie, de mon, comment dire? De mon CTO là-dessus, mais j'ai préféré, bah, il y en avait Mastercard en même temps qui était beaucoup, plus qualitative. Il y avait moins de risques, en tout cas moi je trouvais sur Mastercard, il y avait aussi une moins grosse décote, mais on avait potentiellement aussi beaucoup moins de problèmes, notamment à cause, de l'État américain et en plus Mastercard est, beaucoup plus diversifié, géographiquement, là où FICO c'est essentiellement aux, États-Unis. Donc c'est ça qui me faisait un petit peu, douter, quoi. Donc moi, ce que j'avais noté, hop, c'était l'évolution, des revenus, donc la croissance reste forte, hein. Les scores progressent de 40, hein, comme on l'a vu, le score est très important, 40 de croissance. Pourquoi? Parce qu'ils augmentent tout ça et que ça coûte très peu cher dans un score de crédit et bien souvent, c'est la c'est comment dire? C'est tout est englobé, en fait, dans votre crédit, donc vous ne le sentez même pas passer, hein, que vous a rajouté, 35 ou que vous payez 34 ou 40 pour votre score pour votre crédit, ça ne change pas la donne et vous avez une croissance de 26 sur le total et les softwares par contre n'augmentent que, de 2 donc il y a vraiment, un ralentissement au niveau du software, mais par contre les scores sont en augmentation 41 c'était 60 au Q2. Donc on voit qu'on a encore une réaccélération par rapport à toute l'année, 2025. Donc là, c'est vraiment, très intéressant. Le 7, c'est que le FICO score, qu'est-ce qu'il nous explique? C'est qu'il reste présenté comme le standard américain du risque de crédit utilisé par environ 90% des principaux prêteurs, hein. Donc en vrai, c'est bah, utilisé par tout le monde l'utilise et il n'y a pas vraiment d'échappatoire. Même si le Vantage Score existe, bien souvent ils font le Vantage Score et ils font le FICO Score aussi. Donc en réalité, ils utilisent vraiment les deux là où le marché nous avait un petit peu dit, pas prévu la mort de FICO, mais le marché nous avait un petit peu, dit: «Attention, il y aurait le Vantage Score sur le, en concurrent et ça allait flinguer un petit peu les marges et cetera». Que nenni dans tout ce qu'on voit, en tout cas pour l'instant sur FICO. Tous les gens qui ont investi, quasiment au point le plus bas, je pense qu'ils ont fait une bonne petite affaire. Maintenant, à voir un petit peu dans le temps, bien évidemment, ce n'est pas un conseil en achat. Chaque personne doit faire sa propre recherche, mais l'entreprise reste, néanmoins intéressante. Donc en slide 9, moi ce que j'avais noté, c'est que le score, T10, donc c'est le nouveau, score, qui est présenté comme le choix privilégié pour le marché, tout simplement. Il est plus prédictif, davantage de données utilisées, et une transition facilitée. L'adoption progresse fortement avec 70 prêteurs dans le programme, les amis. On avait, donc ça je l'avais pas noté, j'avais mis ici, voilà, le slide 10 qui est très intéressant. Là où il nous explique que, le fameux, Vantage Score est beaucoup moins, utilisé, hein, parce que les données historiques publiées montrent que le FICO Score T10 surperforme le Vantage Score en manière de prédictivité. Cela doit permettre de mieux évaluer le risque et d'améliorer les décisions de crédit. En fait, ils sont en train de nous dire que: «OK, on nous a mis un Vantage Score dans les pattes, mais en fait, il est caduc, les gens ne l'utilisent pas, il reste dans le, giron de FICO» et on va aller voir un petit peu le, commentaire du management. Qu'est-ce qu'ils nous ont expliqué? Pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, les revenus récurrents de la FICO Platform ont dépassé ceux des logiciels installés localement. C'est une étape clé sur la stratégie à long terme. Donc le score T10, ça on l'avait vu. La gestion de la concurrence, le PDG expliquait que certains prêteurs utilisent des scores concurrents pour essayer d'obtenir de meilleurs taux pour les clients. Cependant, FICO ne constate pas de baisse de volume car les prêteurs finissent souvent par consulter les deux scores simultanément. Donc ils essayent avec le Vantage Score, mais au final, ils passent quand même par le FICO Score. Donc l'IA, bah, bien évidemment, voilà, il faut parler un petit peu d'IA. Et on a Ultra FICO,
lancement d'un nouveau score avec Plaid, utilisant des données bancaires en temps réel des consommateurs pour aider les profils avec peu d'historique de crédit à accéder aux prêteurs. Parce que bien évidemment, il faut utiliser sa carte bleue pour qu'on ait un historique. Et bah, si vous arrivez aux États-Unis, servez-vous de votre carte, remboursez bien. Enfin, j'ai envie de dire, n'utilisez même pas votre carte à crédit, payez tout en comptant et vous aurez un bon score de FICO. Les perspectives, qu'est-ce qu'on nous raconte? On a augmenté les guidance. Ils sont rehaussés à 2,53 milliards de dollars, environ plus 20% sur un an. Les bénéfices par action sont attendus à 42,43 dollars. Et la stratégie financière, c'est qu'après des rachats d'actions massifs, l'entreprise prévoit d'utiliser son flux de trésorerie à court terme pour réduire sa dette. Donc là, on a fait des rachats d'actions massifs. Maintenant, c'est terminé. On réduit un petit peu la dette. Et sortie prévue plus tard cette année de la nouvelle génération sur la plateforme FICO, incluant des solutions avancées contre la lutte pour la fraude. Donc on a quand même des résultats très solides et pourtant on a le marché bah, qui a bien fait pump FICO. Je ne sais pas du tout pourquoi en fait. Est-ce que c'est la dette? Est-ce que c'est la dette? Parce qu'en vrai, à part la dette, je ne vois pas vraiment pourquoi. Hop, FICO, ouais, FICO a perdu 24% quand même, hein. Alors après, il faut quand même relativiser sur par rapport au point bas. Ça avait pris quasiment 40% en quelques mois, hein. Du 10 avril au 27 juillet, ouais, t'avais fait 40% sur ton petit achat. Donc que ça rebaisse un petit peu, voilà, c'est pas illogique. Est-ce que ça devait baisser d'autant, sachant que les résultats sont bons? Moi, je demande à voir maintenant, est-ce qu'ils peuvent faire croître leur free cash flow de 13% par an? Est-ce que surtout ça va se payer 25 fois les free cash flow? Moi, je pense qu'on peut, en étant un peu conservateur, se mettre à 23 ici. 13% de free cash flow par action, franchement. Alors, ok, il y aura peut-être plus de rachat d'actions. C'est vrai que ça a fait bien pump récemment, mais si on regarde, ouais, on a même une accélération. En fait, on a 32% de croissance des free cash flow par action. Je ne sais pas si on se rend compte. Je pense que 13%, c'est très conservateur. Un multiple final de 23, ça nous donnerait un prix juste autour de 1000 dollars. On y serait à peu près. À voir, hein, ça c'est une entreprise, je pense, qu'il faut peut-être avoir dans sa watchlist. Pourquoi pas jouer un x2 en vrai. On n'est pas du tout, comment dire, on peut se laisser tenter par un FICO, en tout cas dans une stratégie, ça serait pas déconnant. Se dire, ok, j'en prends un petit peu dans mon portefeuille, je me fais une petite ligne et je me dis qu'horizon 2 ans et demi, peut-être 3, je pense qu'on peut faire un x2 sur FICO, ça serait pas déconnant du tout, hein. Parce que dans 3 ans, ça s'achète 16 de PE. Je pense que si l'entreprise continue de délivrer, ça ne sera jamais à 16 de PE. Donc on aura un re-rating énorme d'ici là. Et moi, je pense que FICO à 2000 dollars avant 2 ans et demi, je pense que c'est pas du tout déconnant. En tout cas, moi, c'est ce que je pense sur la boîte. Est-ce que j'en prendrai en portefeuille? J'ai déjà Mastercard, j'ai déjà MSCI. Est-ce que j'ai envie de rajouter du FICO? Même si c'est pas du tout le même business model, ça reste dans le même secteur, je ne pense pas. Mais en tout cas, tous ceux qui en ont en portefeuille, à part ce risque, ce foutu risque politique, je trouve que c'est un très très bon deal. Et nous, on passe à la troisième société. Et la dernière société qu'on va tout simplement disséquer aujourd'hui, ça va être Zoetis. Alors, j'ai mis Zoetis en première opportunité, mais la vérité, c'est que je voulais mettre FICO. Mais je me suis dit, allez, mettons Zoetis en premier, ça donnera un petit peu d'élan à la boîte, hein, qui se fait défoncer depuis quelques temps. Depuis les plus hauts, ça a perdu combien Zoetis? C'est de la folie, hein. Ça a perdu 70% par rapport au plus haut. Donc Zoetis, leader dans les traitements des animaux de compagnie, hein, que ce soit aussi bien les animaux de compagnie, on va dire, qu'on a chez nous, ou le bétail qu'on a dans les champs pour tout simplement manger de la petite viande. Les chats, les chiens, etc. Bref, vous avez compris. Et on a une boîte qui se fait défoncer. Pourquoi? On va aller voir dans les résultats. Mais on a le segment justement animal de compagnie qui est à l'arrêt complet. Et le segment malheureusement bétail est lui en pleine croissance. Mais c'est un tout petit segment. Donc le livestock, c'est seulement 30% des revenus. Là où les animaux de compagnie, c'est 70%. Donc vous avez une boîte qui fait du surplace. Et on le voit ici en termes de revenus. Si on dézoome, hop, un petit peu plus. On a une belle croissance, hein. Ça a fait x3 en seulement 9 ans. X2, pardon, je vais y arriver un jour. En 9 ans. Et le problème, c'est que là, depuis 2024, il y a quasiment plus de croissance du chiffre d'affaires. Et on voit que au niveau des bénéfices, c'est pas terrible non plus. Au niveau des free cash flow, c'est quand même un peu mieux. Pourquoi? Parce que vous avez, hop, ici, une marge des free cash flow. Hop, on va aller la trouver ici, qui est plutôt pas mal en vrai. La marge des free cash flow, c'est bien mieux. Ils se sont améliorés dans la marge des free cash flow. Le problème, c'est que la marge nette, bah, ils n'y arrivent plus. Et il y a quand même des concurrents sur Zoetis qui les attaquent un petit peu. Donc ça va être compliqué. Et on voit qu'en termes de bénéfices, on nous prévoit combien de bénéfices? On nous prévoit, ouais, 7% seulement de croissance des bénéfices. Et le CA, je crois que c'est pas terrible non plus le chiffre d'affaires, hein. Le chiffre d'affaires, on est seulement sur 5%. Donc vous allez voir, côté valorisation, c'est tout à fait normal, hein, que la boîte s'est fait défoncer parce que côté valorisation, on a une boîte
C'est bien fait target, mais en termes de retour sur capitaux, c'est très, très bon aussi. En termes de ROIC, c'est plutôt pas mal. En termes de dépenses, on reste modéré et en termes, pardon, de dette sur EBITDA, ça peut aller, même si on a alors là, on a plus la dette malheureusement sur le dernier trimestre et on a par contre pas mal d'actions en circulation, en moins parce que le comment dire? Le board a, trouvé que Zoetis l'action Zoetis était très peu chère, donc ils en ont profité pour faire un petit peu de rachat d'actions. Ce qui est pas déconnant du tout, en vrai, quand tu as une action qui se fait péter la gueule comme ça. Maintenant, avec quel pognon tu fais ça? Tu as encore un petit, tu as quand même des free cash flow. Les free cash flow ne baissent pas, même s'ils n'arrivent plus à augmenter. Ça, c'est plutôt bien. On a un petit dividende. On a combien de dividendes là? On est quasiment à 3% en vrai sur Zoetis, hein, et on a 33% de payout ratio, parce que ça fait pas mal comment dire, de rachat d'actions. Et depuis les 10 dernières années, ça a une augmentation de dividendes de 20%, Zoetis. Donc là, c'est pas déconnant du tout. Maintenant, on va passer à ce qui fait mal. On va passer dans l'onglet résultats et vous allez voir que bah, le résultat, les résultats sont pas terribles en vrai, hein. Mais l'action n'a pas pris tarif. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle l'avait pris déjà avant. Donc on voit notre beau petit cochon. Le dernier résultat, c'était une poule. Là, maintenant, ils nous ont mis un cochon. On a le problème, le principal problème, c'est que la source de revenus. Simplement, le chiffre d'affaires sur le Q2 est en croissance, en décroissance, pardon, de 1% year over year. Le net income est en décroissance de 2% et les EPS sont en croissance de 4% year over year. On voit qu'on a de la décroissance encore sur ce quarter-là chez Zoetis et ça, le marché l'avait anticipé. C'est pour ça que la boîte s'est fait découper parce que tout simplement, on a justement ce segment de revenus, le segment des animaux de compagnie qui s'est fait bah, défoncer la tronche. On le voit ici, hein, compagnie animale revenu, moins 11% year of the year sur Zoetis. Le livestock, il est seulement de 200 millions. Donc vous voyez que même si vous avez une croissance de 23%, en réalité, ça ne comble pas les 11% perdus ici. Et comment dire, le compagnon animal, justement, à l'international, on est sur une croissance de 5%. Donc là, on a au moins pas de décroissance à l'international sur les animaux de compagnie. Et les bétails sont seulement, par contre, en croissance ici de 6%, alors que le chiffre est plus gros qu'aux États-Unis. Donc on aurait aimé aussi une croissance de 20% ici. Ce n'est pas le cas, malheureusement. Et on voit qu'on a tout simplement des chiffres d'affaires qui sont en croissance à l'international, 6%. C'est plutôt correct, on va dire, pour une boîte. On va aller le voir niveau valorisation. À cette valo-là, c'est plutôt correct. Par contre, aux États-Unis, on perd encore 7%. Aux États-Unis, Zoetis est en train de perdre des parts de marché. Et ça, c'est pas bon du tout. C'est pour ça que l'action se fait défoncer. Donc après, on a médicament par médicament, oui, ok. Et on a justement des guidance qui ont été revisitées et elles ont été baissées, les guidance. Et on voit justement une marge opérationnelle sur les revenus, hop, moins 3%, ouais, c'est quand même pas terrible, hein, moins 1% sur les revenus. Et le net income, on nous annonce moins 5%. Bah, ça va être compliqué quand même, hein. Donc là, on a toutes les revenus. N'hésitez pas d'ailleurs à, hop, je n'ai pas dit en début d'épisode, mais si vous voulez voir tous les résultats gérés au portefeuille, trouver les meilleures sociétés, ça se fait tout simplement via le meilleur outil sur le marché, Bagger. Vous avez 14 jours totalement gratuits pour essayer la plateforme. Vous avez juste besoin de rentrer votre adresse mail et après ces 14 jours, vous avez un lien dans la description de la vidéo où vous pouvez profiter de 10% de réduction tant que votre abonnement est actif. Donc si vous gardez l'abonnement à vie, vous avez 10% de réduction à vie grâce à mon code créateur. N'hésitez pas à aller vous mettre les petites patounes dessus et nous on va aller voir un petit peu le prévu de Zoetis. Le problème de Zoetis, c'est qu'on pourrait se dire à premier abord, c'est une super boîte. OK, c'est passager la décroissance. Le problème, c'est vrai que attendez, on va quand même, aller voir ce que nous dit, le management quand même. Donc on a justement la direction de Zoetis menée par Christine Peck a identifié plusieurs défis majeurs. Ouais, bah, ça, aux États-Unis, le nombre de visites chez le vétérinaire diminue. Pourquoi? Parce qu'on a des gens qui ont de moins en moins de pognon et qui n'ont plus de boulot, notamment avec les derniers chiffres qu'on a eu. De nouveaux acteurs entrent sur le marché avec des stratégies de prix agressifs. Donc là, déjà, ça sent mauvais. La stratégie de défense des parts de marché, c'est que Zoetis refuse de baisser ses prix de catalogue officiel pour préserver la valeur à long terme. À la place, l'entreprise utilise des investissements bruts vers net, des promotions ciblées, des remises temporaires pour conserver ses clients. Et l'entreprise a nommé un nouveau directeur financier et opérationnel et un nouveau responsable pour les opérations américaines afin d'accélérer la prise de décision et d'améliorer l'exécution commerciale. Donc là, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est que les mecs qui étaient aux commandes avant n'avaient aucune solution pour ce qui était en train de se passer sur le marché américain. Ils étaient en slip, ils n'arrivaient pas justement à décider assez vite de ce qu'il fallait faire. On a remis des nouvelles personnes à la place, mais est-ce que justement ce changement tout simplement de salariés à des postes clés quand même, hein, le directeur financier et opérationnel,
Va falloir, qu'ils se bougent le cul, va falloir trouver des comment dire? Des réponses et est-ce que ces réponses, ça va pas être: on va devoir baisser les prix par rapport à nos concurrents, donc in fine baisser notre marge nette? Va falloir un petit peu, va falloir un petit peu voir tout ça dans les perspectives, ils nous le disent, hein. On a justement un chiffre d'affaires qui continue de baisser, des prévisions d'une baisse de 5 à 9 sur l'année pour le bénéfice net. La direction n'anticipe pas d'amélioration immédiate de la fréquentation des cliniques, ni une diminution de la pression concurrentielle. Et l'entreprise mime sur son pipeline de recherche avec 12 produits à fort potentiel attendus dans les prochaines années, hein, c'est pas les prochains trimestres, prochaines années pour relancer la croissance. Est-ce que là, justement, c'est pour ça qu'il vous faut une thèse d'investissement quand vous allez investir? Est-ce qu'on ne serait pas ici sur un value trap? Peut-être. En tout cas, quand je vois ce que fait le management, c'est pour ça que je vous dis, hein, le classement, c'est pas du tout un classement, faut pas le prendre au pied de la lettre, hein, c'est pas Zoetis, vraiment et la première et Fico et Faïco en 2 et machin. Non, c'est vraiment, avec votre thèse d'investissement et avec ce que vous avez envie de chercher sur Zoetis. Moi, si je l'avais en portefeuille et que je l'avais acheté aux alentours de 70 je vais pas vous mentir que je m'en séparerai, parce que je trouve qu'on n'a aucune visibilité sur le futur. On est en train de nous dire qu'on a mis des nouvelles personnes au poste clé, notamment aux États-Unis, parce qu'on n'a aucun, comment dire? On n'a aucune clé d'amélioration. Ils sont pas foutus de voir est-ce que ça va, revenir ou pas et il y a pas vraiment de, il y a pas vraiment de relais de croissance à part les fameux, pipelines, de médicaments qui arrivent dans les années à venir et même là-dessus, va falloir prier fort. Bon après par contre le marché, nous a, «offert» entre guillemets Zoetis à 12 de PE. Donc j'ai envie de vous dire tout est pricé dans le 12 de PE en fait. La mort de enfin la mort de Zoetis, on va se calmer, mais vraiment Zoetis, ne se relèverait pas, en tout cas c'est ce que nous dit le marché. Le problème c'est que même à 72 pour faire 12 de croissance, il nous faut quand même 4 de croissance des bénéfices par action et qu'on ait, in fine un, multiple de 15 et ce problème, moi les 4 de croissance des bénéfices par action, j'y crois. Je pense que la boîte peut faire 4 de croissance. Mais, est-ce que le marché va accepter de payer 15 de PE dans 5 ans? Ça, je ne sais pas. Si on a toujours ces mêmes problèmes-là, j'en suis pas sûr. Est-ce que le marché n'acceptera pas encore, allez, un 12 ou peut-être un 13 en étant gentil? Donc 62 Moi, si je voulais rentrer sur le titre et jouer un retournement sur Zoetis, je serais, d'avis d'attendre les 62 Alors je sais que vous allez me dire: «Putain, mais attends, elle est à 11 de PE et cetera», mais on s'en fout en fait. 11 de PE, si vous n'avez pas de croissance, c'est beaucoup trop cher. Moi, pour moi, une boîte qui a 11 de PE, je veux au moins, de la croissance du chiffre d'affaires. On n'en a quasiment pas. On a 4 de croissance de chiffre d'affaires attendu. On n'est même pas sûr de les avoir. Donc moi sur Zoetis et sachant qu'on a d'autres bons deals aussi, on n'est pas obligé d'aller sur ces actions qui sont massacrées pour se dire: «On va faire un x2». Est-ce que ça va revenir? Moi je pense que oui, ça peut revenir aux États-Unis, mais en fait, c'est pas parce que les gens vont moins chez les vétos et cetera, en fait, c'est surtout que les gens utilisent moins les produits Zoetis. Ils sont pas en train de plus faire soigner leurs animaux de compagnie, ils vont vers des solutions moins chères, donc à voir un petit peu. Maintenant, on nous attend combien en termes de bénéfices par action? On nous attend 8. Donc je pense que 4 c'est quand même très conservateur, mais il vaut mieux être conservateur pour ce type d'entreprise-là. Moi, je veux bien mettre 5 et me dire, ouais, aux alentours de 66, allez, 67 bon, peut-être pas déconnant d'initier une position parce que l'entreprise reste quand même belle. Il y a le segment, bétail qui reste quand même, en forte croissance et on a eu combien là? Ouais, on a quand même, quand même pas terrible, hein. Si ce je crois, à mon avis, j'ai pas regardé, mais on doit avoir un petit support à 72 sur Zoetis. Je pense que si ce support casse, on va aller beaucoup plus loin, hein, donc moi, en tout cas, ce que je ferais si j'étais intéressé par la boîte, je garderais tout ça en watchlist et je me mettrais une petite alerte autour de 66-67 et pourquoi pas initier une position. Et là, je trouve qu'à 5 de croissance des bénéfices par action, un multiple final de 13, je pense qu'on élimine quand même beaucoup de risques sur Zoetis, mais je n'irai pas actuellement à ce niveau de valorisation, même si ça peut paraître attractif, je pense. On a quand même beaucoup de doutes et on n'a pas non plus, même si on a des très bons soldes, on n'a pas les soldes du siècle et il y a encore d'autres entreprises que je trouve bien plus intéressantes et notamment, Fico en tout cas pour ce mois-ci. Mais, fallait quand même noter Zoetis parce que c'est vrai qu'une boîte, qui a qui a quand même des bons fondamentaux à 11, à 12 de PE, il y en a pas beaucoup, donc il fallait quand même le noter. On arrive à la fin de cette petite épisode et n'hésitez pas encore à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, me suivre sur les réseaux. Venez sur le Discord pour qu'on parle justement du nouveau format qui arrive, la consultation de l'investisseur. Portez-vous bien et souvenez-vous, la chose la plus importante, c'est qu'investir est une formidable raison d'être heureux. Peut-être pas dans Zoetis par contre.